28 novembre 2025, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV et d'African TV, recevez nos salutations une fois de plus. Nous sommes avec deux invités aujourd'hui pour essayer de parler de ce qui se passe en Guinée-Bissau ou de ce qui vient même de se passer en Guinée-Bissau. Pour cela, l'actuel Premier ministre du Sénégal a d'ailleurs parlé d'une combine, mais nos deux experts vont nous aider à comprendre les enjeux, les contours, voire les pourtours même de ce qui s'est réellement passé en Guinée-Bissau. À ma droite, il n'est plus à présenter, c'est M. Sekou Semben Touré, un historien géographe, professeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour général, bienvenue à tous. Mes salutations à Fatou Doucouré, à l'honorable Chateau Haïdara qui ne cesse de montrer à quel niveau son degré de patriotisme vraiment est disponible pour le peuple du Mali. Honorable Chateau, vous avez nos salutations depuis Gandhi Malien TV, African TV. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonjour Diawara, bonjour à Touré. Bonjour à tous les téléspectateurs de Gandhi TV, au travers de Gandhi TV et surtout à ma grande Fatou Doucouré. Merci beaucoup. Doyen, nous restons avec vous comme d'habitude. Ambalo avait annoncé son arrestation, c'est lui-même sur les médias français, en tout cas des médias qui sont installés en France, parce que Jeune Afrique a son siège là-bas. Ensuite, c'était le tour de France 24. France 24 qui est géré par le ministère des Affaires étrangères de la France. C'est sur ces médias qu'Ambalo a annoncé son arrestation. 24 heures après, nous sommes informés qu'il était arrivé à Dakar et ça a été confirmé par les mêmes médias. Et d'ailleurs, Dakar, l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, parle d'une combine. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Bissau? C'est quoi votre analyse là-dessus? Arrestation, êtes-vous convaincu? Oui, convaincu parce que j'ai écouté ton émission. Ouais. Tu as eu le nœud creux. Tu étais l'un des rares à dire que c'est une combine. Ok. Que ce n'est pas un coup d'État ou en tout cas ce n'est pas un vrai coup d'État. Donc j'ai écouté et j'étais pas très convaincu parce que j'avais quelques questions qui restaient à éclairer, mais par la suite tout s'est relevé. Avant même le professeur Franklin Nyamzi, qui était un peu dans le brouillard, tu étais l'un des rares ou le seul pratiquement que j'ai suivi qui avait confirmé qui maintenait que ce n'était pas un coup d'État à proprement parler. Et revenir sur les circonstances qui nous font dire que ce n'est pas un coup d'État, je crois que c'est un peu superfétatoire, mais il suffit de rappeler que les éléments qui ont fait le coup d'État, il y a deux qui sont très très proches du président sortant. Il s'agit de Dini Chama, mais qu'on appelle autrement Denis Nkania, qui était plus que proche collaborateur c'était un homme de confiance du président Ambalo. Parce qu'il a été chef du bureau militaire du palais, selon Babacar Ndiaye de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, un journaliste aussi. Il a été chef d'état-major particulier, il a été gouverneur du palais, chef de la maison militaire et patron de la garde présidentielle. C'est des fonctions cumulatives qui en disent long sur ses rapports avec Ambalo. Le second, qui est passé premier, c'est le général Hortan Tam, qui lui avait été investi au préalable chef d'état-major particulier de Ambalo avant d'être propulsé chef d'état-major de l'armée de terre. Et quand le prétendu coup a été réalisé, c'est lui qui a été investi dans les fonctions de président pour 1 an. Pourquoi 1 an? Ça, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus. C'est un coup d'État qui semblait bizarre, par le fait que ce soit lui-même qui l'a annoncé et qui ait passé tout son temps à discuter avec des étrangers, des médias la étrangers. Presse étrangère, des médias étrangers, je crois ce que je soupçonne, avec des autorités étrangères. Ça, on ne l'a pas dit. Mais en fait, ça pouvait se comprendre. C'est une situation qui sortait de l'ordinaire, mais surtout par le fait qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà simulé un coup d'État
pour balayer l'Assemblée nationale par la suite. Un coup d'État par lequel non seulement il est supposé être arrêté, on le laisse échanger avec les gens, mais en plus, trois personnes de son gouvernement ont été, 3 personnes seulement, mais des opposants ont été arrêtés. On a cherché à arrêter même le principal opposant, qui était supposé être celui qui pouvait le battre, le challenger Fernando Diaz d'Acosta, qui n'était pas du PAICG, mais qui avait le soutien de Domingo Simão Pereira, un des hommes forts, une des figures emblématiques de la Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau et du PAIGC. Oui, le parti de Cabral. Voilà. Chose plus curieuse, certains qui étaient dans la commission d'organisation des élections ont été arrêtés, y compris aussi des juges. 5 juges qui ont été arrêtés. Alors ça semblait... Et pourquoi ? Pour des accusations qui sortaient de l'ordinaire. Parce que le challenger qu'on a voulu arrêter, mais qui a réussi à se mettre à l'abri, il était aux élections, il était sûr qu'il allait gagner les élections. Quelle tentative de coup d'État il allait faire lui ? Qu'est-ce qu'il allait faire de plus ? Et ils sont partis aux élections qui se sont très bien passées, selon les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et ils ont félicité même les gens. Donc on attendait simplement les résultats. Et d'ailleurs, à la circonstance, ce qui avait été arrêté de commun accord, c'était qu'aucun des candidats ne donne un chiffre. Et ce qui fait qu'on a senti que Embalo n'était plus très sûr de lui, c'est lui le premier à être sorti, à violer cet accord, en disant que lui, il est élu au premier tour avec 65%, alors qu'ils étaient 12 candidats. Et donc, tout laissait croire qu'il n'était pas très sûr de lui. Et surtout que le résultat, c'était pour le jeudi. Le résultat, c'était le lendemain du coup d'État. Le lendemain. Voilà. Et donc, il y avait un ensemble de choses qui préfiguraient que Embalo est en train de rééditer le coup qu'il avait fait. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour rester, c'est peut-être par peur pour s'échapper. Et tu l'as suffisamment bien démontré, et ça m'a convaincu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup trop d'éléments à ajouter. Ok. Professeur Touré. Ok, merci. D'abord, statut de géographe oblige que je donne la position géographique de la Guinée-Bissau pour ceux qui ne savent pas. Parce que son nom est plus grand que sa superficie. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui fait 36 125 km², donc qui fait à peu près quelques communes de Bamako. Il est situé entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Et l'espace terre fait juste 28 000 km². Donc une partie c'est sur l'océan Atlantique. Donc c'était un peu pour situer la position de la Guinée-Bissau, qui est quand même sur un plan géographique stratégiquement bien placé pour recevoir et faire beaucoup d'activités, en tout cas sur le regard des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc sa position géographique est vraiment stratégique. Donc maintenant, pour revenir un peu à Embalo, président, qui a cessé d'être président depuis mercredi, je crois bien, avec le coup d'État qui a été orchestré, qui a été savamment organisé, parce que Coulibaly a donné un certain nombre d'éléments vraiment qui me paraissaient quand même très utiles, parce que pour la première fois, on entend un président en exercice et qui organise les élections qui donne un score. En général, c'est les opposants qui se précipitent à donner des scores de pourcentage, j'ai gagné, j'ai tel pourcentage, mais le président qui organise attend que les institutions que lui-même il a mis en place, qui ont la voix autorisée à proclamer les résultats, puissent le faire avant de décider de quoi que ce soit. Donc déjà, à partir de ce niveau, Embalo a compris que le jeu était fini pour lui.
et que l'opposition qui était représentée par M. Diaz était en bonne posture, parce que lui, ils ont été très intelligents. Donc il est parti en tant que candidat indépendant, mais il est le président du parti du Renouveau Socialiste pour avoir ensuite le soutien du PAJCES, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, pour qu'il soit plutôt un candidat centriste, qui puisse être là pour tout le monde, qui n'a pas été élu par un parti, mais par le bloc de l'opposition qui a été formé. Donc déjà à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui pouvaient peut-être créer une division à la prise du pouvoir, qui ont été déjà réglées à la base. Donc il voyait qu'il avait très peu de chances à manipuler les résultats et à pouvoir manipuler l'opinion publique, parce que l'opposition était très bien organisée et très bien partie. Et l'autre élément, c'est qu'ils ont compris qu'il y a dans l'opposition aujourd'hui, ce sont des souverainistes qui sont en train d'arriver au pouvoir. Et Embalo a compris ça. Et ses sponsors à l'étranger aussi ont compris ça. Et on l'avait dit la dernière fois, le président sénégalais porté au pouvoir par Sonko aussi a compris qu'il fallait trouver une manigance pour stimuler un coup d'État. Parce qu'on sait quand même que la Guinée-Bissau a connu 5 coups d'État réussis, 16 tentatives, une guerre civile et un assassinat de président. Donc c'est une zone très instable. Donc ils peuvent profiter de cette situation pour dire, bon, c'est une zone de coup d'État de façon naturelle, ça arrive, parce qu'il y avait eu un coup d'État comme ça qui a arrêté le second tour aux élections présidentielles. Donc il a profité de ça pour empêcher que l'opposition ne se mette en position à récupérer le pouvoir dans la rue. Parce que ça, c'était prévisible. Oui. Les résultats s'annoncent. Si on déclare Embalo président, l'opposition va descendre dans la rue, il sera obligé d'abandonner le pouvoir. Alors que les sponsors étaient déjà préparés à ça. Donc il fallait organiser le terrain de sorte que Embalo puisse stimuler un coup d'État, qu'on lui donne le temps d'informer ses sponsors français, c'est pourquoi il a appelé les Français. Sinon, la Guinée-Bissau est une colonie portugaise. Oui. Donc s'il y a un État appelé normalement, c'est au Portugal. Oui. Parce qu'en général, c'est comme ça qu'ils se sont partagés un peu les pays de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui l'amène à appeler la France et puis des médias français, alors qu'eux, ils parlent portugais. Ils parlent portugais et ensuite anglais. Très peu de gens parlent quand même français là-bas. Donc ça, déjà, ça montre que c'était déjà un scénario qui était tracé. Et ceux qui sont arrivés au pouvoir, malheureusement, sont des hommes très proches du président, sont des hommes qui sont très proches de lui et qui vont lui faire un couloir pour s'échapper, aller se réfugier au Sénégal. Parce que déjà, Bassirou, qui est au Sénégal, est déjà désormais dans la logique des Européens de la France, au détriment de Sonko qui l'a fait venir au pouvoir. Donc, il était prêt à le recevoir et que ses amis militaires viennent au pouvoir pour stomper les élections et demander à ce qu'une transition soit annoncée. Et quand vous allez voir un coup d'État qui bloque des élections et qui annonce une transition d'1 an, et les objectifs dégagés par cette transition, c'est pour lutter contre la corruption et lutter contre les narcotrafiquants. Voilà les deux objectifs que la transition s'est proposé de régler, alors qu'ils ont suspendu un processus électoral. Et ensuite, les deux généraux qui sont supposés être les généraux les plus opposés à Embalo ont été assassinés. Donc ça montre que vraiment tout a été préparé pour que si Oumarou Embalo ne prend pas le pouvoir, que ses amis militaires puissent prendre le pouvoir, gérer et rester toujours dans le même giron avec les maîtres, avec leurs sponsors étrangers. Donc il y a eu des généraux qui ont été assassinés, ça c'est une information qui... Oui, des généraux très, très opposés à lui. Ouais. Ok, mais une question peut-être entre parenthèses. Doyen, là nous revenons, nous sollicitons votre expérience. Nous savions un peu ce qui se passe entre Ousmane Sonko, Diomaye Faye en ce moment. Embalo qui arrive au Sénégal, ça montre que ça a été négocié au haut niveau
de l'État sénégalais. Donc on pense normalement le président, son gouvernement, peut-être tout le monde a mis son OK. Mais là, nous avons le Premier ministre qui se retrouve face à ces députés, vous l'aviez évoqué la fois passée, il a la majorité au niveau du Parlement, il se retrouve dans l'Assemblée nationale et c'est là-bas qu'il parle des combines, de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau et dire surtout que le processus électoral qui est en cours doit aboutir, doit continuer. Quelle lecture? Bon, je ne crois pas que fondamentalement ce soit une contradiction entre eux. Diomaye a suivi, on a dit coup d'État, il ne s'est pas prononcé dessus. Mais dans le communiqué qu'ils ont donné, ils ont toujours évité de parler de putsch ou de coup d'État. Okay. Il a évité ça, il a été très prudent. Mais comme il a échangé avec ses pairs, ce qui me fait croire, justement, qui appuie ton hypothèse, enfin pas ton hypothèse, que c'était vérifié, ce que tu as dit était vérifié, c'est qu'il a eu le temps, en passant des coups de fil, on n'a pas parlé des chefs d'État, mais il a eu le temps d'alerter les chefs d'État. S'il ne l'avait déjà fait, il a eu le temps de les alerter, de négocier son exfiltration en collaboration, en concordance avec ceux qui ont fait le coup d'État. Oui. Tout ça, c'était des choses qui étaient préparées, qui sont venues mécaniquement. Même si ça n'a pas été subi, mais quand il a pris la décision, le jour où on a mis ça en œuvre, il avait déjà préparé le champ pour qu'il soit exfiltré. Et le pays le plus proche ouvert, qui se dit pays de la Teranga, il ne pouvait quand même pas refuser de le recevoir. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce soit lui, principal auteur de toute cette affaire-là, qui est exfiltré et tous les autres ont été maintenus, détenus. Enfin, détention préventive, mais détenus tout de même. Pourquoi est-ce que c'est lui seul qui est exfiltré? Pourquoi? C'est qu'il y a eu des accords qui ne disent pas leur nom. Des accords pas seulement avec les putschistes, mais des accords entre les putschistes, ou bien ceux qui ont fait le coup d'État, et les autorités de la CEDEAO. Parce que c'est parti très vite, ils ont fait une conférence virtuelle, et je crois qu'ils ne le disent pas, mais il y a eu un accord pour qu'on envoie une délégation de 4 présidents, et je pense que là, c'est joué son destin, la décision de l'exfiltrer. Mais là où on peut savoir que c'est, comme tu l'avais dit, c'est un coup monté, c'est pourquoi lui, s'il y a quelqu'un qui est essentiellement coupable de quoi que ce soit, c'est lui. Parce que c'est lui qui était le chef d'État, qui était le président de la République. Mais diable, en quoi un Simao ou bien un Domingo pourront être coupables de quoi que ce soit? Il n'y avait rien contre eux, même s'il y a quelque chose contre eux, le premier à être inculpé, c'est celui-là. Le fait, et d'ailleurs la compensation, si tu vois, c'est que non seulement il est exfiltré, mais le président, celui qui a été désigné pour assumer la présidence, ils ont dit pour 1 an. Pour 1 an, ils ont dit un délai. Mais au bout de cette année-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que c'est des élections qu'ils préparent? Non, c'est quelque chose qu'ils ont cédé. Parce qu'ils savent que toutes les négociations dans ces circonstances-là, ça viendra de la CEDEAO, reposeront sur le retour à une vie constitutionnelle normale. Et ça n'a pas raté. Ils ont dévancé la sollicitation, ils proposent 1 an. Donc 1 an de transition au bout de laquelle ils vont laisser le pouvoir. Mais ils n'ont rien dit de ce qu'ils vont faire après. En plus, pour te conforter, je crois que dans une des interviews, il avait annoncé ça, que même si lui, il doit laisser le pouvoir, il ne le laissera pas à son challenger, la Fernando Diaz, et tous ces autres-là. Il l'avait déjà dit. Dans une interview, quand on avait interpellé sur le fait qu'il avait dit qu'en 1 an, il ne fera qu'un mandat, après il va quitter. Ok. Professeur Touré, je reviens vers vous. Il y a beaucoup de contradictions. Ambalo a dit commettre beaucoup d'erreurs. Je me demande comment est-ce qu'il peut peut-être se coordonner avec certaines puissances étrangères et commettre autant d'erreurs. Il annonce son arrestation. Parce qu'il pouvait dire « je suis empêché d'exercer mes fonctions de président ».
Ça, c'était pour moi le terme le plus approprié. Mais il annonce son arrestation. Et sans l'ordre, je ne sais pas, d'un juge ou quelque chose du genre, ni même des militaires qui lui ont peut-être arrêté, M. Ambalo, moins de 24 heures après, il prend, c'est un avion, c'est, comment on appelle ça, jet privé de la compagnie française, là, l'entreprise française Dassault, qui fabrique d'ailleurs les avions Rafale. Donc, c'est un jet privé, comme un prisonnier vraiment des luxe, un prisonnier XXL. Et il a atterri au Sénégal. Mais là, nous savons qu'il a été reçu par le président Diomaye Faye, sans doute c'est lui qui a donné son OK. Mais quand Ousmane Sonko dit que le processus doit aller au bout, est-ce qu'il n'est pas en train de dire à Mbalo, il faut repartir d'où tu viens, il faut assumer, reste là parce que tu es candidat? Très bien, parce qu'il faut rappeler que Ambalo, il parlait il parlait beaucoup. Mm-hmm. Il était très communicatif et il est arrivé à un niveau où il s'érigeait même en véritable démocrate. Hein. Il pensait qu'il était le meilleur en termes de démocratie, en termes de communication au sein de l'Afrique de l'Ouest. Donc Ousmane Sonko... Il avait d'ailleurs, pour vous compléter, demandé même au secrétaire général des Nations Unies d'interdire toute parole aux dirigeants de l'AES au niveau de l'ONU. Très bien. Donc Ousmane Sonko a tous ces résumés-là. Il a tous ces résumés et il connaît le parcours du monsieur. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, comme on l'a dit, avec son esprit souverainiste, c'est qu'il y a un pion dangereux qui est arrivé au Sénégal. Mm-hmm. Et lui, déjà, en tant que visionnaire, il commence à créer un lien entre Diomaye Faye, Macky Sall et Ambalo. Mm-hmm. Parce que Ambalo et Macky Sall étaient vraiment très liés. Mm-hmm. Ils étaient très proches. Il doit d'ailleurs son pouvoir à Macky Sall. À Macky Sall. C'est CEDEAO qui est intervenu. Très bien. Donc, quand il vient au Sénégal, tout de suite, Ousmane Sonko, lui, il voit la propagation d'un système qui vient vers eux. Alors qu'ils sont dans la logique de rétablir vraiment les choses et de se préparer à se battre pour que le peuple sénégalais puisse avoir désormais la gestion de son pouvoir, puisse travailler pour elle-même. Mmh. Donc, il a raison quand il demande à Ambalo de retourner. Parce que... C'est ce qu'il a dit indirectement. Mais il faut qu'il rentre. Il faut qu'il retourne chez lui. Parce que c'est lui-même, Ambalo, qui dit qu'il n'y aura plus de coup d'État encore en Guinée-Bissau. Et en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, il s'érige même en commando pour pouvoir déloger tous ceux qui vont éventuellement faire encore un coup d'État. Oui. Donc, il a dit beaucoup de choses qui, aujourd'hui, retournent contre lui avec ce scénario organisé. Donc, il faut qu'il retourne là-bas parce que c'est comme un virus, une maladie qui se propage. Mm-hmm. Donc, ça quitte la Guinée-Bissau pour venir au Sénégal. Il faut préparer les sérums, il faut préparer les seringues, les vaccins. Et dans son cas, préparer les vaccins, c'est le faire retourner et qu'il aille répondre de ce qui s'est passé en Guinée. Parce que très peu, il a été le premier à violer tout de suite le consensus qui était arrêté entre eux pour ne pas déclarer de façon unilatérale les scores obtenus. Donc ça, c'est un premier accord que lui, il a brisé. Donc ça aussi, c'est un élément à coup d'État. Parce qu'il a fait un coup d'État où il a dribblé tous les autres qui lui faisaient confiance pour parler comme ça, pour donner une raison à un coup d'État. Parce que si tu vas dans un pays et qu'on te reçoit, c'est lorsque des gens veulent s'en prendre à toi. C'est lorsqu'il y a un coup d'État contre toi, mais lorsque c'est toi-même qui organise, le match, c'est toi qui désigne celui qui doit marquer et comment est-ce qu'il doit marquer, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas te retrouver dans un autre pays, alors que tu dois rester chez toi pour réorganiser chez toi pour que les élections puissent reprendre. Au lieu de vouloir organiser dans les pays de l'AES, demander au Mali, toi dans ton pays, toi-même, tu vas te réfugier au Sénégal, ça veut dire que quelque part, il est en train de faillir à son leadership. Et moi, à la place de Sonko, je vais demander à Bassirou de le faire retourner chez lui pour qu'il aille répondre et que comme les opposants qui sont là-bas tenus, parce qu'il ne faut pas oublier que Ousmane Sonko est un ancien prisonnier. C'est un ancien prisonnier, c'est un opposant qui a subi vraiment beaucoup de situations. Et il sait
ce qui se passe au niveau des opposants. Et comment on peut retenir un opposant qui n'a pas été déclaré président, qui a juste postulé parce que les élections ont été organisées, et que celui-là soit détenu, et que le président qui a organisé tout le jeu se retrouve hors du pays et ailleurs. Il doit retourner. Ou on doit libérer, en tout cas les autres. Parce que c'est lui le maître de jeu. Et Fernando Diaz, qui est son opposant, qui est aujourd'hui arrêté. De quel droit? Donc c'est comme si il a organisé tout le match pour ensuite partir au Sénégal. Et aujourd'hui, le discrédit peut se retourner contre le Sénégal pour avoir accepté un homme qui a démoralisé chez lui, qui a défait le système chez lui, qui est en train de mettre son pays en retard et venir se reposer au Sénégal. Si les autorités le reçoivent là-bas, c'est qu'ils sont complices de tout ce qui va arriver au peuple bissau-guinéen. Donc Ousmane Sonko a bien raison de lui dire de retourner. Parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. Ou encore qu'on déclare le Sénégal comme étant, en tout cas, complice passif de tout ce que Embalo a organisé en Guinée-Bissau, de tout le malheur qu'il risque de proposer à son propre peuple pour venir s'installer au Sénégal et dormir tranquillement. Donc, il a tout à fait raison. Et c'est tout à fait normal en tant que patriote, en tant que souverainiste, en tant qu'homme qui a quand même le sentiment de voir son peuple évoluer, de retourner, comme les opposants, pour répondre des actes. Si tu permets, je crois que je n'avais pas fini avec la question. Allez-y. Mais en fait, ce que Ousmane Sonko a dit, je mets la charrue avant les bœufs, c'est qu'il était le seul qui a demandé que le processus électoral continue. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut que Embalo revienne là-bas, mais si ce processus devait continuer, c'est simplement la proclamation des résultats qu'il exige. Parce que le processus était arrivé à son terme. Le lendemain, on devait proclamer les résultats. Donc le gros du travail avait déjà été fait. Et donc, il demande qu'on continue le processus électoral. Mais comment continuer le processus sans peut-être la présence de ce président? Il n'y a pas, dans ce cas, il n'y aurait pas vacance des pouvoirs, il n'y aura rien, il n'y a pas raison d'être qu'il soit au Sénégal, il est le magistrat suprême du pays. Le pouvoir était déjà vacant. Parce que depuis septembre, il ne devait plus être président. Il a usurpé le pouvoir pendant tout ce temps. Sauf qu'il a refusé ça. Hein? Sauf qu'il ne voit pas ça de cette manière. Ouais, lui, il ne voit pas. Mais si ça ne tient qu'à lui, tu sais ce que je vais te dire de Embalo. Il a porté des habits trop grands pour lui. Président, c'est un habit trop grand pour lui. Et président de la CEDEAO, il s'est pris la tête. Ça lui a monté par la tête, et il a fait n'importe quoi. Il a semé la zizanie un peu partout. Si on regarde ces différentes choses, il a fait des ruptures institutionnelles, il a fait des stratégies de gouvernance non cohérentes, il a dissous l'Assemblée ou le Parlement par 2 fois, en 2022 et en 2023. C'est-à-dire que, et ensuite, il a organisé une cérémonie d'investiture dans un hôtel par lui-même, sans la Cour suprême, sans le Parlement. Il a fait d'autres choses. Il a procédé à des arrestations de hauts responsables pour corruption, ne serait-ce que pour les écarter des élections. Il a amené une dissension à l'intérieur même de l'armée. L'armée est divisée. C'est pourquoi, comme tu l'as rapporté comme de justesse, 2 hauts officiers de haut rang ont été tués dans ce coup-là parce qu'ils s'opposaient, ils voulaient que ce soit un coup d'État réel. Ils ont été tués. Et donc, tout ça, mais pour ce qui concerne Ousmane Sonko, il est le seul, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine n'ont demandé à ce que le processus continue. Ils ont demandé qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. C'est tout. Et ils envoient... Et que les prisonniers soient bien traités. Non, même libérés. Ils ont même demandé que les prisonniers soient libérés. Mais ils n'ont pas demandé expressément que le résultat là soit proclamé. Parce qu'il doit être disponible.
ça pouvait mettre fin à la crise. Et c'est ce que Ousmane Sonko a compris. Au-delà du fait qu'on l'ait reçu au Sénégal, qu'il reste là-bas ou pas, il est sûr, à peu près sûr, que si les résultats étaient proclamés, si c'est lui qui est, on dit que c'est lui qui est le gagnant des élections, mais il n'aura plus de raison de rester au Sénégal. Par contre, si c'est l'autre qui est déclaré gagnant, en ce moment, il peut ne pas retourner, on peut le recevoir comme un réfugié politique, mais ça ne gâtera rien. C'est ce que lui cherche, qu'on rétablisse les choses dans leur voie normale. Pas simplement le slogan de retour à un ordre constitutionnel. Parce que ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre un temps, mais vous allez encore organiser d'autres élections. Or, lui, il faut finaliser les élections qui étaient en cours. Et surtout le cas même de la Guinée-Bissau, si le président n'est plus là, quand vous dites retour à l'ordre constitutionnel, c'est très vague parce qu'il n'y a plus d'assemblée. Il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Oui, bon, vous savez, à ce niveau, il y a... Je vais vous relancer avec une autre question tout de suite, et peut-être vous allez cumuler les deux réponses. Professeur Touré, la raison évoquée, parce que moi j'ai écouté ces militaires quand ils ont pris le pouvoir, vous aviez évoqué les deux raisons que vous évoquez, mais moi ce qui a le plus retenu mon attention, c'est qu'ils ont parlé d'une menace, qu'il y avait des armes qui entraient à travers les trafiquants de drogue. J'ai dit, mais si c'est des armes qui entrent, l'armée, effectivement, elle est faite pour combattre ces gens-là, ces bandits qui sont en train d'entrer. Mais pourquoi emprisonner, je ne sais pas, des candidats à l'élection présidentielle? Et pourquoi arrêter surtout certains membres de la commission électorale? C'est quoi le lien entre une commission électorale et puis des gens qui viennent avec peut-être de la drogue à partir de l'Amérique du Sud ou bien de quelle partie de l'Amérique? Vous savez, le cas de la Guinée-Bissau, c'est semblable à la Côte d'Ivoire, c'est semblable au Cameroun. Parce que si ceci aussi allait se trouver dans les dispositifs d'échouer et que ce soit les opposants qui viennent, un coup d'État allait être simulé pour permettre toujours à la France et à ses acolytes de maintenir le pouvoir. C'était des dispositions, et ce sont des dispositions qui sont préparées partout où il y a des élections en vue. Parce que quand vous allez voir, partout vous allez voir, à Abidjan par exemple, en Côte d'Ivoire, l'opposant farouche a été écarté du pouvoir. L'opposant, les deux opposants très aimés du peuple, ont été écartés, alors qu'ils n'étaient pas dans les dispositions à se retrouver sous la mainmise de la France. Donc, en Guinée-Bissau aussi, Embalo a empêché à l'opposant, comme on appelle, au parti PAGC, de pouvoir présenter son candidat, alors que c'est un candidat, un très grand poids lourd, et qui pouvait vraiment faire basculer les choses. Il l'a empêché de venir au pouvoir. Maintenant, celui ils ont présenté, Fernando Diaz, il ne pensait pas que l'opposition allait faire l'unanimité autour de sa personne pour qu'aujourd'hui, il puisse faire balancer le pouvoir par les urnes. Maintenant, en face de tout ça, il faut organiser une mascarade pour empêcher à ces nationalistes-là, à ces souverainistes d'arriver au pouvoir. Voilà pourquoi, dans leur déclaration, ils vont dire que des politiciens, ça c'est seulement le président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée, du Cap-Vert qui est visé, Domingos Pereira. C'est lui qui est visé dans cette histoire. Parce qu'ils veulent faire croire aux gens que ceci était déjà dans les dispositions à travailler avec les narcotrafiquants pour faire entrer des armes et créer une guerre civile. C'est comme, ça me rappelle un peu le coup d'État ici au Mali, où on disait, avec Moussa Traoré et Modibo Keïta, où on disait que Modibo Keïta voulait tuer toutes les vieilles personnes quand il faisait un peu comme on appelle les laboratoires frigorifiques. Ils ont dit aux gens que Modibo Keïta voulait tuer toutes les vieilles personnes, il voulait faire ceci, il voulait faire cela. Donc il faut toujours trouver un élément qui puisse prendre le sentiment de la population pour faire de ça un alibi, une vérité qui puisse pousser l'armée vraiment à aller vers cette action-là. Comme on a dit, ATT était ami des rebelles. Comme on a dit, ATT était ami des rebelles. Donc ça, ce sont des termes qu'ils utilisent
Et ce sont des termes qui viennent de ces gens-là pour dissimuler et donner une autre préoccupation. Parce que quand tu vas aller en Guinée-Bissau aujourd'hui, c'est sûr que tout le débat va tourner sur le fait que des hommes politiques voulaient faire rentrer des mercenaires, voulaient faire rentrer des armes, ça allait causer une guerre civile, ça allait faire le chaos, alors que la Guinée-Bissau a déjà connu une guerre civile par le passé avec Ansoumane Mané, qui a fait trop mal au peuple bissau-guinéen, et ils ne veulent pas revoir encore une telle situation. Et sachant que la Guinée-Bissau est une plaque tournante quand même de la drogue, ils tout prêtent à croire quand même que toutes les dispositions, toutes les hypothèses sont possibles de pouvoir armer un homme politique, livrer une guerre contre des gens. C'est pourquoi j'ai dit dans leur déclaration pour les 1 an de transition, ils ont parlé de la lutte contre la corruption et de la lutte contre les narcotrafiquants. Donc voilà les deux éléments. C'est pourquoi ils n'ont pas parlé d'organisation d'élections. C'est la CEDEAO, l'Union africaine, les autres qui parlent de retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, dans les 1 an, ils n'ont pas parlé d'élections présidentielles, d'élections en Guinée. Ils ont plutôt parlé de lutte contre la corruption et de lutte contre les narcotrafiquants. Et ensuite dire que des hommes politiques allaient préparer une guerre civile à l'intérieur. Donc voilà l'élément qu'ils ont montré, l'élément tampon qu'ils ont présenté aux gens comme étant vraiment un élément inquiétant. Et ensuite, voilà les 2 missions qui ont été confiées à la transition. Et c'est pourquoi ils n'ont pas dit, sinon que le calendrier électoral c'est déjà OK. En Guinée, ils peuvent tout simplement proclamer les résultats, même si quand même l'organisateur des élections a pris la fuite, il se retrouve au Sénégal. Ils peuvent continuer, proclamer les résultats, et puisque lui, aujourd'hui, il a abandonné le pays, ces militaires qui viennent, si c'est pour vraiment la stabilité du pays, peuvent proclamer les résultats, déclarer celui qui est candidat, et que les militaires organisent, si c'est lui, qu'on organise son retour, qu'on l'installe et que l'on pose. Parce qu'ils savent, quelles que soient les manipulations qu'ils vont faire, les résultats seront gagnés par l'opposition. Donc, il faut trouver tous les moyens pour créer et pour embrouiller la population, pour créer des situations de tension, des situations de peur, puisque déjà c'est un peuple qui a été déjà trop traumatisé. Et sachant que la Guinée-Bissau ne fait que 2 millions d'habitants, pour une superficie de 36 125 km². Donc vous voyez combien de fois c'est facile de manipuler, de faire croire qu'une guerre civile peut prendre en une journée tout le territoire et peut créer assez de victimes pour une population pratiquement très jeune et en faible taux de croissance. Donc voilà un peu ce que ces militaires-là ont pris comme étant vraiment un sujet qui peut pousser une armée à aller vers un coup d'État et à déposer le président et à comprendre que ce n'est pas l'armée qui avait déclaré le coup d'État, c'était plutôt le président, lui qui a déclaré coup d'État, alors qu'il avait encore la possibilité d'appeler, la possibilité de parler. Et chose bizarre, il a été arrêté avec son ministre de l'Intérieur, je crois bien. Il a été arrêté avec son ministre de l'Intérieur et son chef d'état-major, je crois bien. Hein? Donc si les informations sont bonnes. Donc c'est pour dire que tout a été orchestré. Et ceux qui sont retenus aujourd'hui, qui sont des prisonniers ou je ne sais pas, des semblants de prisonniers, tout ça, on ne peut pas, parce que si on libère tout le monde au même moment, tout le monde va comprendre tout de suite que c'était vraiment une farce. Donc il fallait retenir certains, mais là où je ne comprends pas et que Sonko ne comprend pas, pour laquelle Sonko demande que le processus continue, c'est que le vrai président est avec eux, qui est l'opposant aujourd'hui qui est arrêté. Donc le vrai président de la Guinée-Bissau est arrêté. Donc ces prisonniers-là sont en réalité des otages. Des otages. Doyen, nous revenons vers vous. Nous remarquons un silence, un grand silence même de la fameuse communauté internationale qui est généralement vent debout quand il arrive de telles choses en Afrique. Quand je parle de la fameuse communauté internationale, vous comprenez ici à quoi je fais référence, mais leur démembrement ici en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO, a fait ce qu'on appelle une condamnation des principes. C'est-à-dire, voilà, avec peut-être quelques mots un peu légers, les mots sont bien choisis et pas plus. Pourquoi? J'étais fait remarquer qu'il a porté un habit qui était trop grand pour lui. Trop grand pour lui.
Et est-ce que tu te rappelles, lors d'une interview, il a pratiquement insulté la CEDEAO. Parce que la CEDEAO avait envoyé une commission pour faire un travail préparatoire. Et cette commission, il l'a renvoyée. Je vais te dire pourquoi. Moi, à mon sens, qu'est-ce qui lui permet comme ça d'être si catégorique, même avec la CEDEAO? En devenant président de la CEDEAO, en exécutant tous les ordres de la CEDEAO, en allant même au-delà de ce que la CEDEAO lui demande. Parce que ce que j'ai compris chez lui, on lui demande quelque chose, il va même au-delà. Pourquoi? Macron, quand il a été en visite là-bas, il enlève sa cravate. Lui, il enlève aussi sa cravate. Mais mieux, il va plus loin. Il enlève son costume parce que Macron n'était pas en costume, il était en bras de chemise. Donc, il a l'habitude d'aller loin, en pensant que plus il va faire pour la CEDEAO, plus il sera protégé lui-même. Ça, c'est un premier point. Et donc, il en arrive même à renvoyer les gens de la CEDEAO. Pourquoi? Il se base sur quoi? Parce qu'il a tous les secrets d'Alcove. Tout ce qui a été carabiné, traficoté contre le Mali, le Niger et l'autre, Ambalo les a. Et un monsieur comme Ambalo n'hésitera pas à tout étaler dans les rues. Et donc, il est fort de cette situation-là. C'est pourquoi il a renvoyé la délégation de la CEDEAO. Il s'est créé un ennemi. Et donc, la CEDEAO, ils ont composé avec quelqu'un qui n'est pas très fiable. Et c'est une patate chaude entre leurs mains. Ils ne peuvent pas se permettre de... Et puis, chat et soude craignent l'eau. Les coups qu'ils ont pris avec les pays de les pays de l'AES et même la Guinée un peu, ils sont en train un peu de reculer sur leur première position. Et surtout, ils ne peuvent pas se le permettre avec ce monsieur-là, qui a la langue fourchue et qui va dévoiler des secrets pour tout ce qui s'est passé. Et donc, on fait le minimum syndical, on demande qu'on le libère et on demande, il prépare une commission de médiation sur la sécurité. Pas autre chose, hein. Les présidents se sont réunis dans le cadre d'une commission de médiation de la sécurité. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sécurité seulement? Je sais pas. Leur réunion extraordinaire virtuelle, leur réunion virtuelle, c'était sur ça. Et c'était spécifiquement ce cas. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, le côté insécurité autour de cette affaire-là. Ils en ont profité pour demander que le retour à un ordre constitutionnel. Donc, ils vont envoyer des gens. Mais je crois que moi, je comprends parfaitement leur recul sur ce front-là. Mais doyen, avec le Niger, ils avaient tellement multiplié des réunions, ils avaient même menacé d'envoyer une force en attente. Pourquoi la force? Pourtant, la Guinée-Bissau est un si petit pays, comme vient de le dire professeur Touré, c'est-à-dire tout au plus c'est 36 000 km², contrairement au Niger qui dépasse même le Mali, qui fait plus d'1 241 000 km². Donc ils étaient sur le point d'envahir le Niger, qui fait à peu près, je ne sais pas, plus de combien de fois la Guinée, on dirait plus de 50 fois la Guinée-Bissau. Le Niger fait plus de 50 fois la Guinée-Bissau et le Niger est puissant militairement. Mais ils étaient sur le point d'envahir le Niger. Pourquoi ils n'ont pas ce courage d'envahir tout simplement la petite Guinée-Bissau pour rétablir leur fameux ordre constitutionnel? Ils ne peuvent pas rétablir, ils le savent, Ambalo. Ils ne peuvent pas. Non, l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont envoyer des gens pour la médiation. Ils vont envoyer des gens pour la médiation, mais pas pour faire revenir Ambalo comme ils l'ont demandé dans le cas avec Bazoum. Pourquoi? Parce que ceux qui remplacent pour le moment Ambalo, on pressent qu'ils sont du même côté que Ambalo. Ambalo n'est pas là, mais il est toujours là, parce que ce sont ces hommes qui ont pris le pouvoir. Et en réalité, il s'agit... il a eu peur, parce que si l'opposition venait au pouvoir, Ambalo, il était cuit. Et ce que je ne souhaite pas dire parce que je n'ai pas trop de preuves, mais la France et les pays occidentaux qui se contentaient d'un Ambalo ne peuvent pas souffrir qu'une opposition qui va suivre certainement
une ligne souverainiste de l'AES revienne au pouvoir. Donc, il y a un compromis. Il est parti. On demande qu'il soit libéré. C'est ça qu'ils ont demandé. Libéré, mais non réinstallé. Parce que déjà, il n'était plus président. Non, mais il s'agit du candidat qui a été élu. L'autre là, c'est lui qui a gagné, c'est pas Embalo. Non, ce que je veux dire, moi je parle du côté du point de vue de la CEDEAO. Ok. Pour la CEDEAO, ils ne peuvent pas dire qu'il faut le réinstaller président parce qu'il n'était plus président. Ensuite, il a perdu les élections. Et les élections, tout semble indiquer qu'il les a perdues. Ah oui. Oui. Et quoi qu'on fasse, or, ils ne veulent pas l'arrivée de Fernando Diaz au pouvoir. Parce que ça, c'est toute l'opposition anti-occidentale ou anti-même CEDEAO qui reviendra à la surface. Ouais. Et donc, le compromis, toi, tu as quitté, ok, tes hommes sont là, on va les maintenir pendant un moment donné, on va tenter de chercher un autre remplaçant à préparer d'ici les prochaines élections. Et comme ça, la CEDEAO, l'Union africaine et la France, les pays occidentaux vont garder la main. Moi, c'est ce que je comprends. Ok. Voilà. Professeur Touré, donc là, on revient au mot employé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il s'agit d'une combine, mais une combine qui va au-delà de la Guinée-Bissau simplement, c'est-à-dire au-delà d'Embalo et ses hommes, c'est-à-dire les militaires qui étaient avec lui, mais une combine qui implique la CEDEAO et qui implique bien sûr sans doute l'Union européenne. Malheureusement, c'est ça, général. C'est-à-dire que la CEDEAO aujourd'hui a été déjà informée que s'ils doivent insister au retour constitutionnel avec le président sortant, parce que c'est vrai que son mandat est fini, mais jusque-là, des élections n'ont pas déclaré un président et il n'y a pas eu l'investiture d'un nouveau président. Donc c'est lui qui continue à gérer les affaires courantes. En tout cas, si la CEDEAO ne demande pas à ce qu'il soit réinstallé, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'au niveau des élections, Embalo a perdu. Et que l'opposant a gagné, comment il s'appelle, Fernando Diaz, c'est lui qui a gagné les élections. Alors qu'aujourd'hui, l'esprit de l'AES est en train de dominer. Et tout ce qui reste à l'esprit de l'AES, d'avoir en termes de position géostratégique, en termes de position géographique, c'est de rentrer dans le golfe de Guinée. Et la victoire de cet opposant-là, souverainiste, en Guinée-Bissau, j'en suis sûr que dans le dessein, ça allait rejoindre l'esprit de l'AES et peut-être que, pourquoi pas, les Russes peuvent se retrouver là-bas. Et ça, ce n'est pas du goût de ces Européens-là. Donc ça, c'est un dessin que je donne, en tout cas, vu l'avancée des choses. Surtout géographiquement, voilà. La Guinée-Bissau fait face aux États-Unis, à l'Amérique. Fait face, et la Guinée-Bissau a une large vision sur l'océan Atlantique. Donc, c'est une position hautement stratégique pour contrôler. C'est comme Gao au Mali, dans la partie septentrionale de l'Afrique. La Guinée-Bissau a cette position géographique au niveau du golfe de Guinée. Donc, ne pas faire en sorte que Embalo, qui a déclaré lui-même son coup d'État, avant que le coup d'État ne soit confirmé, parce que quand les militaires ont commencé à lancer des coups de feu, lui, il a déclaré qu'il y a eu un coup d'État. Donc, c'est lui qui a confirmé. Et il aurait dû, peut-être dans le jargon normal, dire qu'il est empêché de toute activité jusqu'à ce qu'il soit officiellement arrêté et que ça soit déclaré comme coup d'État. Mais si lui-même il le dit, c'est comme pour dire à ces gens-là, continuez ce qu'on avait dit, hein, il faut que vous aboutissiez à un coup d'État et il faut que ça soit déclaré. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que la CEDEAO aujourd'hui, la CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO n'a aucune représentativité africaine. La CEDEAO, c'est un regroupement de chefs d'État qui gèrent leurs propres affaires à la tête de ces États. Donc, la CEDEAO aujourd'hui a un élément, Koulibaly a touché à un élément très important. Ce monsieur, il parle trop. Et il a eu le temps d'être au cœur de beaucoup de compromis au sein de la CEDEAO et de beaucoup de tentatives contre ces pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Donc, il est suffisamment informé. Et lui, c'est un homme, en tout cas, quand tu essaies de l'abandonner, il n'hésitera pas à tout dire.
Et quand il va parler, ce n'est pas bon pour les pays de la CEDEAO et pour les sponsors occidentaux, ce n'est pas bon pour eux. Donc c'est pourquoi ils ont préféré organiser ce théâtre-là pour dire, bon, Embalo, on va faire comme si c'est un coup d'État. Toi, tu vas partir, on va condamner le coup d'État, on va demander à ce que l'ordre constitutionnel revienne, mais on ne va pas imposer ton arrivée, on va demander à des militaires qui sont très proches de toi et qui vont t'écouter et qui vont nous écouter nous aussi, on va les laisser diriger le pays et ils vont d'abord dire une transition de 1 an et tout va bien. Histoire d'empêcher à l'opposition qui a gagné, parce que ça, le vrai président est avec eux. C'est aujourd'hui Fernando qui peut déclarer un coup d'État en Guinée-Bissau. C'est lui qui peut déclarer. Embalo, c'est un usurpateur aujourd'hui du pouvoir bissau-guinéen. Et la CEDEAO, au lieu d'établir cet opposant qui a gagné les élections, d'aller faire le décompte et de préparer le retour, ou comment on appelle, l'investiture de Fernando, va se mettre dans du théâtre. Et va vouloir composer avec une transition parce que eux, leur cas peut être considéré comme une haute trahison. Ces militaires qui ont fait le coup d'État, c'était aussi des hommes très proches et qui, du point de vue constitutionnel, n'étaient pas les mieux disposés à faire un coup d'État. C'est même une trahison, c'est des hommes qui ne méritent la confiance de personne. Parce que c'est des hommes que le président a mis autour de lui, qui doivent jouer et donc qui ont profité de cette confiance-là. Donc ces éléments ne doivent pas avoir la confiance du peuple bissau-guinéen en réalité. Et c'est ces hommes-là que la CEDEAO est en train d'aider. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est extrêmement grave pour la CEDEAO. Et l'Union africaine aussi qui a condamné, qui sait, l'Union africaine, on sait que même le siège dans lequel ils sont, c'est la Chine qui a construit ça. Donc, c'est pour dire qu'on n'a aucune organisation africaine sérieuse et digne de ce nom qui, en réalité, peut se prononcer sur une situation, quelle que soit sa nature, sauf une situation qui est à la faveur de la France et de ses amis, ou une situation qui est à la faveur de leur regroupement de présidents au sein de la CEDEAO ou au sein de l'Union africaine. Voilà les éléments sur lesquels ils peuvent travailler, soit condamner, demander à faire venir. Sinon, on a vu le cas du Niger, on a vu même le cas du Mali. Comment est-ce qu'ils se sont acharnés? Comment est-ce qu'ils se sont vraiment acharnés contre ces États? Alors que s'il y a coup d'État et trahison, c'est en Guinée-Bissau. Parce que ces hommes-là qui ont fait tomber Embalo, entre guillemets, c'est lui-même qui a organisé le coup d'État, ça ne marche pas. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de remplacement. C'est une passe juste qu'il a fait pour ses amis militaires, pour prendre le pouvoir. Donc, que la CEDEAO puisse accepter, même négocier avec ceci, c'est vraiment très grave. Et c'est vraiment contraire au texte. C'est vraiment contraire au texte. Et cela ne doit pas arriver. Si la CEDEAO pense qu'elle est une organisation sérieuse, elle ne doit pas se mettre dans un jeu comme ça, à aider et à apprécier un homme qui d'abord manipule les résultats chez lui, qui ne respecte pas les engagements que la CEDEAO même a eu entre lui et ses opposants sur la déclaration des résultats, et ensuite refuser de donner à Fernando sa victoire et que la CEDEAO consigne ça. Je crois qu'il n'y a plus de CEDEAO. Je crois que je prends l'expression utilisée par Touré, une passe. En football, on appelle ça une passe cachée. Passe cachée. Ça y est, tout le monde est tourné vers la balle. Celui qui a le ballon, il voit un trou derrière. Personne ne voit de ce côté-ci, il fait une passe cachée. En réalité, moi, je rapproche ce prétendu coup d'État à une passation de pouvoir qui ne dit pas son nom, sous le couvert d'un coup d'État. Et moi, je le rapproche plutôt du cas du Gabon. Sauf que pour le cas du Gabon, Ali Bongo était suffisamment malade, trop malade pour comprendre. Il a été mis devant les faits accomplis. Avec même la complicité de sa propre sœur. Donc, il y a tout un ensemble. Mais moi, je crois que c'est le cas du Gabon. Mais le risque potentiel dont je parlais pour les pays occidentaux, c'est la progression de l'idée AES, l'idée de souveraineté de l'AES. Imagine-toi, c'est le Sénégal, c'est pratiquement un peu enclavé dans le Sénégal. Or, le Sénégal a un problème aujourd'hui. Le problème principal entre Diomaye
Et Sonko, c'est le panafricanisme. Oui. C'est le souverainisme. Si dans son flanc, il y a encore un coup d'État, un de plus, et que ceci se révèle être sur la ligne souverainiste de l'AES, ça renforce un peu Sonko sur sa démarche. Et le trou continuera à s'agrandir. Et en Afrique de l'Ouest, combien de coups d'État il y a eu lieu? Et ça ne fait que... Mais ils ont préféré, mais eux-mêmes, pour le cas de Gabon, anticiper un coup d'État pour garder la main. Et c'est dans ce cadre-là, le coup d'État a été anticipé. En tout cas, la victoire de l'opposition a été anticipée pour garder la main sous des prétextes fallacieux. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, professeur Touré, vous l'aviez si bien dit, Guinée-Bissau, Cap-Vert, c'est des anciennes colonies portugaises. Mais la question que nous posons, parce que tous ceux qui sont habitués peut-être à analyser les questions des coups d'État et autres, nous remarquons que quand il y a coup d'État, généralement, c'est au niveau du média national, média d'État, qu'on fait une annonce. On sécurise l'endroit et puis on fait une annonce, je ne sais pas, c'est à 20h, c'est à n'importe quelle heure. On voit un comité de militaires qui lit peut-être un communiqué. Sauf que dans le cas de la Guinée-Bissau, ils n'ont pas eu besoin d'aller prendre le contrôle, je ne sais pas, de la radio, de la télévision nationale. C'est Embalo lui-même qui annonce son arrestation, mais c'est autre chose. Pourquoi les médias français ont la primauté de l'information dans ce qui se passe en Guinée-Bissau? Pourquoi les médias français? Oui, je dis médias français parce que aujourd'hui la France est en train étant au Sénégal et étant en train de mettre une main sur Diomaye et tout ce qu'il est en train de faire dans cette partie. Donc la France a un regard profond sur les pays qui sont tout à côté. Et tout de suite, Coulibaly a eu à le dire. Aujourd'hui, Sonko est souverainiste. Et ça, il est panafricain. Il est vraiment très attaché à son peuple et à sa terre, du Sénégal. Et aujourd'hui, qu'une situation puisse arriver en Guinée-Bissau pouvait vraiment lui donner un point de repli. Et ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que cela arrive. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est qu'aujourd'hui, le Portugal, qui était l'ancien colonisateur, n'a pas eu la primauté de cette information, et encore que les médias n'ont pas été sécurisés, et l'annonce a été faite à l'état-major. Donc, tout porte à croire que c'est vraiment la France qui a tout organisé. Oui. Parce que si vous remarquez un peu dans ces derniers temps, Embalo communiquait plus en français qu'en portugais. Et il avait plus de rapports avec ces pays francophones que les pays lusophones, parce qu'ils ont un regroupement, je ne me rappelle pas encore de son nom, en tout cas des pays lusophones de colonies portugaises. Donc, il avait plus un contact avec ces pays francophones. Donc, il avait plus ses maîtres en France. Et c'est pourquoi il a préféré passer, et encore sachant que la CEDEAO est entièrement dominée, entièrement sous l'emprise de la France. Et d'ailleurs, il s'est dit fils d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Continue. Et il compte avoir, comme Coulibaly l'a dit, il compte avoir la CEDEAO à ses côtés pour sécuriser tout ce qui va se faire, et sachant, parce qu'il est passé par là-bas, il sait qui commande, qui ne commande pas. Il sait que le Portugal n'a pas une mainmise sur la CEDEAO, et lui, il est entouré par des pays de la CEDEAO, et personne ne peut l'aider que ces pays de la CEDEAO à organiser de telles mascarades. Donc, il n'avait autre chose que de se rallier à la France et de donner la primauté de l'information aux médias français pour que la CEDEAO puisse être là à ses côtés, et que la France puisse demander à la CEDEAO de le sécuriser, de le couvrir, et de faire passer et de faire comprendre au peuple bissau-guinéen, au peuple africain, que c'est un coup d'État qui a été organisé contre lui, sinon que c'est lui qui était en train de gagner les élections. Donc il va les faire comprendre cela, et cela ne pouvait être compris que dans la langue française, parce que l'essentiel des pays qui entourent la Guinée-Bissau et qui peuvent même aider l'opposant qui a gagné les élections, qui peuvent même l'aider à accéder au pouvoir, sont tous des pays francophones. Donc, il se trouve beaucoup plus à l'aise
est mieux sécurisé dans cet espace, à communiquer avec les Français et à annoncer son coup d'État sur les médias français, que de le faire avec les pays lusophones ou en tout cas en portugais. Et encore à voir que ces militaires ont fait la déclaration à l'état-major et à part la présidence qu'ils ont entourée et quelques coups de fusil qu'ils ont fait et les opposants arrêtés et quelques membres de la commission électorale pour les empêcher de dire, comme en Côte d'Ivoire, pour les empêcher de dire exactement qui a gagné. Parce que quand Gbagbo a gagné en Côte d'Ivoire, c'était à peu près la même chose. Donc pour empêcher à la commission électorale de dire en toute vérité qui a gagné et qui est désormais même président de la Guinée-Bissau par les urnes. Et les Occidentaux se disant qu'ils sont toujours avec l'ordre constitutionnel, ont peur que ceci n'annonce et que Fernando ne soit déclaré président et qu'on soit obligé de demander à ces militaires de rétablir et de mettre Fernando dans ses droits, alors que Fernando, si on le met dans ses droits, c'est une partie de l'expansion des pays de l'AES vers le golfe de Guinée. Vers le golfe de Guinée. Doyen, vous ajoutez quelque chose? Non, je voudrais simplement dire que l'enjeu, comme on vient de le dire, c'est le maintien de ce petit pays-là dans l'orbite française. C'est tout. Sinon, ils n'ont pas de richesse de sous-sol à notre connaissance. Jusqu'ici, ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas de minerais qui peuvent attirer les investisseurs, ni sur leur terre, ni au large même de leur côte. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est éviter coûte que coûte que l'esprit AES s'étende, comme je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, la ressemblance avec certaines situations, l'exfiltration de Andrea Nanavrid de Malgache, c'est une exfiltration aussi par le biais de la France. André Rajolina. Voilà, Rajolina. Et il a raison de croire que c'est la France qui peut faire quelque chose pour lui, puisque c'est un avion de Dassault, fabriqué par Dassault, qui vient le chercher pour l'exfiltrer. Imagine-toi, la frontière était fermée. Et le lendemain, on ouvre les frontières, on le laisse sortir. Ils ne sont pas sortis comme Rajolina en clando, où on l'a pris sans... Peut-être là, on peut comprendre que les autorités qui ont fait le coup d'État ont été pris par surprise. Mais lui, ceux qui ont fait le coup chez lui n'étaient pas surpris. C'était quelque chose de préparé. Et il a compté sur l'aide de la France, et l'aide de la France est venue. Non seulement pour lui permettre de s'exiler, mais donner les moyens pour l'exfiltrer. Et donc, moi, je ne crois pas. Ce n'est pas une question là. C'est juste un combat pour empêcher l'esprit AES de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Empêcher l'esprit AES de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Doyen, d'ailleurs, c'est cette question que je dois vous poser. Parce que si tel est le cas, faut-il craindre la multiplication de ces phénomènes? Parce que de plus en plus, on assiste à ça. Or, connaissant un peu le comportement, l'attitude de la jeune française de tout temps, s'il y a quelque chose qui a fonctionné, ils ont tendance à répéter la même chose. Moi, je me souviens de comment ils ont joué avec la République centrafricaine et certains pays où le père de l'indépendance devait être Barthélemy Boganda. On le fait assassiner, on amène David Dako qui était son neveu, ensuite on enlève David Dako, on amène son cousin Bokassa, ensuite on enlève Bokassa, on ramène encore David Dako, ensuite on enlève David Dako, on amène les chefs d'état-major de David Dako. Comment ils sont joués des gens? Relation entre Bozizé et Ange Félix Pataché, on ne va pas entrer dans tous ces détails. Ce qui s'est passé au niveau des Comores avec le président Ahmed Abdallah, Ali Swahili et autres, ils ont tendance de répéter ce qui a déjà fonctionné quelque part. Et là, nous avons assisté à ça. Déby Père est mort, bon, on dirait même assassiné. C'est son fils qui prend le règne. Donc là, il s'agit d'une ancienne colonie française, ce qu'on appelle une zone d'influence de la France. Nous avons vu le même scénario au Gabon. Omar Bongo qui décède et puis son fils qui arrive au pouvoir. Le fils maintenant est parti. Je ne sais pas si c'est un cousin ou bien un neveu qui... C'est toujours dans la famille. C'est toujours dans la famille. Ce que je vois en Guinée-Bissau, parce que là, la France est en train de prendre les devants. Partout où elle comprend que des jeunes Africains vont se soulever et que l'esprit AES domine, donc ils prennent les devants, ils font ce qu'on appelle une révolution de couleur, une révolution colorée. On fait croire aux gens qu'il s'agit d'une révolution, mais en fait, il s'agit d'une continuité. C'est toujours le même régime, c'est toujours le même système, mais on n'a fait que changer des hommes.
C'est Ambalo, peut-être tendance politique qui est partie, il a passé la main à la tendance militaire du régime Ambalo, donc rien n'a changé. Donc il ne faut pas craindre que ces phénomènes-là se multiplient pour étouffer tout esprit de l'AES en Afrique. Pour te résumer, il y a Jacques Chirac qui disait une chose, le politicien, l'homme politique, a toujours tendance à reproduire le schéma qui lui a réussi. Ah, voilà. Et chaque fois qu'ils font quelque chose, ils sont facilement traçables. Ils reviennent toujours, ils font toujours la même chose. Sauf que cette fois-ci, il y a un gros problème. Ils ont tenté de refaire le coup au Mali. Pourquoi il y a un double coup d'État au Mali, double coup d'État au Burkina? Parce que le premier coup d'État a été récupéré. Il en a été de même. Le premier coup d'État au Burkina avait été récupéré d'Amiba, c'était dans leur ligne. Oui. Je m'excuse, Bandao n'avait pas fait une rupture avec eux. Et donc, eux, ils pensaient que ceci va marcher. Maintenant, quand il y a eu un second coup d'État dans chacun de ces pays, là, leur schéma classique a été rompu. Et aujourd'hui, pourquoi crois-tu qu'ils s'acharnent sur le Mali? C'est justement parce que le Mali, c'est le chef de file de cette révolution. C'est carrément une révolution qui est en cours contre la France et contre les pays occidentaux. Et contre même tous les pays qui viennent chercher nos richesses. C'est une révolution qui est en cours. C'est pourquoi, malgré qu'ils prennent coup sur coup, ils sont en train de continuer. L'objectif, c'est éviter que cet esprit-là s'étende. Il ne faut pas laisser le Mali mener à bien cette révolution. Ils ne peuvent pas. S'ils le font, c'est tout ce qui est foutu. Et pourtant, au moment où ils sont en train de lutter par tous les moyens contre le Mali, parce que c'est le Mali qui est le chef de file, Oui. Ils font tout pour essayer de renverser le Mali. Mais en même temps, s'il y a d'autres plaies ou bien d'autres furoncles qui paraissent d'autre part, ils ont toujours des problèmes. Et donc, cette fois-ci, ils se sont moins avancés. Ils ont simplement joué en sous-main, en faisant partir Ambalo, parce qu'il était vraiment devenu un problème. Tout le pays était contre lui. Ambalo, son parti, c'est le PAIGC, qu'il avait lâché dès lors qu'il avait accepté d'être Premier ministre d'un autre. Depuis là-bas, il y a eu scission entre lui et lui. Ambalo a été lâché par tout le monde. Ils ont des espions dans ces coins-là qui sentent la situation, qui font des remontées de rapports et qui peuvent dire non, aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Les élections, Ambalo ne peut pas les gagner. Parce que c'est un pays de 1 800 000, 2 millions. 2 millions quelques. 2 millions, il y a combien d'électeurs? 800 000 électeurs. Mais pratiquement tout le monde se connaît. La ville de Bamako est plus peuplée que voilà. la Guinée-Bissau. Et comment tu vas tripatouiller dans ça? C'est un gros problème. Et donc, c'est pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale. Ça n'a pas marché. Il y a une autre majorité qui est venue contre lui. Il a encore dissous l'Assemblée nationale. Il ne peut pas continuer dans ça. Il est arrivé à ses limites. On l'enlève, on prépare, on fait passer ça pour un coup d'État et on l'exfiltre. Et ce sont ces gens-là qui vont prendre le pouvoir. En ce moment, on va, eux, les retourner. Je ne sais pas si tu as remarqué une chose. C'est peut-être moi qui ai pris ce que j'ai vu pour ma réalité, pour conforter ma situation. Mais le monsieur, comment il s'appelle, le président investi là, si tu as regardé, au moment où il venait rejoindre les autres pour faire un discours, mais il a dû s'insérer dans le rat. Moi, je le sentais gêné. C'est quelqu'un que je sentais gêné. Il est dans une situation qu'il n'a peut-être pas cherchée. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne se fait pas, on dit que c'est lui. Parce que l'autre, c'est une révolution de palais, comme le cas de Tiani. Tiani a eu des difficultés, parce qu'au départ, il y avait des chefs d'état-major qui étaient, il fallait qu'eux, ils se rallient. Or, dans cette circonstance, les chefs d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de terre, je ne sais pas ils doivent avoir une armée de l'air. Ça, c'est celui qui a beaucoup plus de poids, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre. Sinon, on dit que c'est le chef d'état-major qui a fait le coup. Mais le porte-parole
de la junte, c'était quelqu'un d'autre, qui était le chef d'état-major particulier et qui avait toutes ses fonctions. L'homme de confiance même de choses. Dambalo. Il ne peut pas faire un coup d'État et deux autres officiers supérieurs qui s'opposent à ça pour dire allons dans l'autre sens et qu'ils soient tués. Pourquoi? Ils n'étaient pas peut-être dans les bains. Et donc aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'ils font toujours. Mais simplement, ils sont en train de combattre le principal, c'est le Mali et ensuite les deux autres pays de l'AES. Il y a encore des coups d'État qui n'ont pas orchestré. Le Sénégal est déjà sur une corde raide. S'il y a un coup d'État ou bien s'il y a un changement de pouvoir qui vient conforter une opposition et qui va, avec des gens qui seront souverainistes autant, mais ils vont perdre. Donc ils sont obligés d'agir de cette façon. Professeur Touré, nous arrivons presque au terme de cette émission, mais il y a une dernière question qui implique que ça concerne la ligne géopolitique, géostratégique des pays de l'AES. Au vu de ce qui se passe tout autour de nous dans la sous-région, nous voyons, Doyen l'a suffisamment expliqué, tout ça, il s'agit de contrecarrer, d'empêcher l'esprit AES, en tout cas, d'atteindre un certain niveau, une certaine dimension en Afrique. Mais vous avez tous dit, Ousmane Sonko, c'est un peu l'esprit AES au niveau du Sénégal. Ça me fait penser à ce qui s'est passé entre Senghor et Mamadou Dia. Nous devons aussi apprendre des erreurs. Fernando Diaz de la Guinée-Bissau, c'est un peu la ligne AES aujourd'hui. Est-ce partout il faudrait maintenir les gens qui ont la ligne AES en difficulté? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'AES envisage une politique de voir peut-être comment réconforter ces gens? Parce que dans la guerre qui oppose les pays de l'AES à la France, parce qu'il faut le dire, c'est une guerre. Les terroristes qui nous attaquent sont les hommes envoyés par le Quai d'Orsay, sont des hommes de la DGSC, tous ceux qui nous attaquent, même sur le flanc médiatique. Donc c'est une guerre indirecte entre la France et les pays de l'AES. Et ce qui se joue, si nous voyons qu'il y a tous ces remue-ménages-là, c'est pour éviter peut-être, essayer de contenir la montée en puissance des pays de l'AES. Est-ce qu'on ne doit pas essayer peut-être au niveau de l'AES, avoir aussi une politique qui puisse anticiper sur de tels événements et voir peut-être comment répondre à de tels événements, au lieu peut-être de rester toujours un peu distant de ce qui se passe? Très bien, ça c'est vraiment une analyse, en même temps une question très importante qui nécessite vraiment d'être étudiée, parce qu'aujourd'hui il faut que les pays de l'AES comprennent que la France et ses alliés ne vont pas les lâcher. Merci. Parce qu'ils sont en train de préparer une révolution, et une révolution qui est en train de partir sur de bonnes bases. Parce qu'en temps normal, ce que la France connaissait, c'était automatiquement d'éliminé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les peuples à la base, même qui réclament ce changement et qui demandent le départ de la France de leur territoire et de les éloigner de la gestion de leur économie. Et donc aujourd'hui, l'AES qui a pris le devant, le Mali aujourd'hui qui s'est battu jusqu'à recevoir le Burkina, aujourd'hui le Niger, et la chose est en train d'évoluer, est dangereusement en train de menacer l'influence de la France et ses amis sur les autres pays de l'Afrique. Donc il faut organiser, il faut avoir une avance sur le terrain pour empêcher aujourd'hui que les autres peuples ou l'activisme, comme on le dit, ne s'est pas développé, qui est aujourd'hui un moyen pour nous de communiquer et de faire comprendre aux populations les plus reculées la réalité de la gestion et de la politique internationale. Comment est-ce que nous sommes en train de subir une injustice et un acharnement de ces Occidentaux-là contre nos populations pour l'intérêt de leur population. Donc il faut qu'aujourd'hui les pays de l'AES s'organisent, se préparent et passent à l'offensive. Et l'offensive dont aujourd'hui les pays de l'AES ont besoin, c'est l'offensive de la communication. Il faut communiquer. Aujourd'hui, nous devons tous bien parler anglais ou portugais pour qu'on puisse vraiment convaincre les autres frères des autres pays à se préparer et à communiquer et à préparer leur peuple à faire face à ces changements sur lesquels aujourd'hui la France est en train de miser pour reprendre la main sur le contrôle de la gestion politique. Il faut qu'il y ait des hommes aujourd'hui et qu'aujourd'hui les pays de l'AES comprennent qu'il faut aller vers ça. On ne peut pas commencer une lutte et laisser l'autre côté. Et aujourd'hui,
c'est dans le système de la communication qu'ils ont donné à Embalo qui a pu régler une bonne partie des agissements qui peuvent se faire là-bas. Et déjà, il faut que les pays de l'AES soient présents dans l'esprit. Ils soient présents dans l'esprit de tous ces pays qui nous entourent et dans tous les pays de l'Afrique. L'esprit, c'est quoi? C'est avoir des jeunes dynamiques, c'est avoir des jeunes communicatifs, c'est avoir aujourd'hui des communications au-delà des frontières de l'AES pour que les autres peuples puissent comprendre et que les autres peuples puissent être préparés et déjouer toutes les tentatives que la France et ses alliés vont faire pour essayer de changer le pouvoir pour avoir les mêmes hommes. C'est-à-dire, ils changent juste la face, mais c'est la face de la même pièce, avec les mêmes idéaux, les mêmes intelligences, pour garder le peuple dans la misère au détriment de ces Occidentaux. Donc, il va falloir qu'aujourd'hui, que les pays de l'AES partent vers plus de communication, soutiennent aujourd'hui les gouvernements ou encore les hommes politiques, en tout cas, qui sont dans le dispositif à œuvrer pour un véritable développement de leur État, communiquer avec ces gens, communiquer avec le leadership africain et avoir une société civile efficace et qui tourne partout. Et surtout dans les pays tout autour de nous, parce que si on arrive à trouver quelques pays de l'Afrique occidentale, c'est fini pour la France, et la Guinée-Bissau était l'élément qu'on allait récupérer et maintenant faire une propagation de l'esprit souverainiste dans les autres parties de l'Afrique. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, ils sont en train de créer tous les problèmes pour lui face à Diomaye Faye, et sachant que c'est lui qui a fait de Diomaye un président au Sénégal. Donc, il faut que l'AES renforce tous ces hommes et que l'on communique pour renforcer ces hommes. Et qu'on ne doit pas faire seulement une communication interne dans les pays de l'AES, faire une communication qui prend en compte les pays qui nous entourent dans des dialectes, dans les langues qu'eux ils comprennent et qu'ils puissent emboîter. Et qu'aujourd'hui, nous devons créer toutes les dispositions de communication pour s'acharner contre les Occidentaux et avoir une société civile très forte, très communicative, vraiment qui est prête à aller partout où besoin se fait sentir pour expliquer l'esprit de l'AES, pour expliquer l'esprit souverainiste, pour expliquer qu'aujourd'hui, il est temps que les peuples africains récupèrent ce qui leur revient de droit et que désormais ils soient respectés chez eux et que les ressources dont ils disposent puissent servir à aider leur population, puissent faire sortir leur population de la misère qu'ils vivent. Ok. Merci beaucoup. Doyen, votre mot pour sortir de cette émission? Je crois que la situation est très difficile encore dans l'AES. On n'est pas sorti totalement de l'auberge. Et donc, il n'y a que deux possibilités, et comme il l'a dit, la communication et une société civile dynamique. Mais sinon, dans le cas de ce qui se passait, il n'y avait pas d'autre moyen pour un pays de l'AES ou les pays de l'AES réunis de soutenir cette opposition de quelque manière que ce soit sans les mettre un peu même en danger. Aujourd'hui, on a un cas différent, c'est celui du Togo. Le Togo qui est à cheval maintenant entre l'AES et la CEDEAO, la francophonie. La France, oui. Et c'est là où on peut appuyer. Et l'autre cas, c'est le Tchad, qui est à cheval aussi entre les deux, pour qu'on puisse essayer de les faire venir à une... Mais là, c'est les sociétés civiles, c'est la communication, et la communication principalement opérée par les sociétés civiles. Le pouvoir en place peut faciliter les contacts entre eux pour ouvrir, pour se dire ouvert. Et je crois qu'ils l'ont beaucoup dit, qu'on est ouvert à tout le monde. Maintenant, il y a d'autres pays qui sont aux alentours et dont les présidents sont déjà installés, mais qui n'ont pas choisi forcément d'aller dans l'AES, mais qui hésitent. Il y a la Guinée, il y a le Togo, il y a le Tchad. Et le Ghana aussi. Et le Ghana aussi. Mais à partir de là, les pays, nous avons le substrat. C'est une lame de fond qui part de loin. Et cette lame de fond, il faut l'utiliser. Parce que, bien que ce soit un pays lusophone, ce qui se passe dans l'AES, ils le savent.
il y a toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest, sinon de l'Afrique entière, le savent, que l'AES est en train de mener un combat de libération totale, d'indépendance totale. Et donc, les peuples le savent. Comment est-ce qu'on appelle ça? La télé de l'AES du Sahel qui est installée, déjà, c'est un premier pas. Du Sahel, c'est un premier pas. Même chez nous ici, les combats menés par nos activistes, notamment contre notre chaîne nationale, commencent à porter fruit parce que quand même, ils commencent à déconstruire les narratifs des médias français. Voilà, des médias français. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la semaine dernière, on avait pensé qu'il faut lancer une offensive médiatique pour déconstruire leur narratif. Et le lendemain, Achara Touman est parti sur TV5. Je crois qu'il a suffisamment... Est-ce qu'il nous a entendus? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est une belle coïncidence. Il est monté sur TV5 parce qu'ils ont des réseaux, eux. Les Touaregs qui étaient dans ces mouvements ont continué, ils ont toujours des réseaux. C'est pourquoi ils se font inviter à tout bout de champ. Lui, il connaît le réseau. Est-ce qu'il nous a entendus et que le lendemain, il a contacté TV5? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que... Il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail et c'est le chemin. Et qu'il soit, même s'il n'est pas même s'il est du CNT, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à une société civile. Donc c'est là, comme tu l'as dit, société civile, communication, intensifier et tendre la main à certains pays qui veulent bien, à défaut de rentrer dans l'AES, collaborer totalement avec l'AES pour casser cet encerclement qu'on veut faire. Merci beaucoup, doyen. Professeur Touré. Ok, vraiment merci beaucoup. Il a parlé d'un homme que je connais bien, c'est un jeune frère, Achara Touman. On cause beaucoup, on échange sur beaucoup de choses. Okay. Il est aussi très communicatif. Effectivement, il est à peu près un des leaders de la communauté d'Osaka ici au Mali. Il est très respecté. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faudra que l'État malien compte aussi avec des structures comme Gandhi, comme avec sa filière African TV, comme d'autres qui évoluent dans le même secteur, à pouvoir les renforcer et à les mettre à disposition des peuples pour communiquer. Parce que l'ORTM, comme on l'a dit, c'est une chaîne de l'État et une chaîne qui doit traiter l'image du pays, de l'État, à un certain niveau dans une lutte de révolution des peuples est souvent limitée. Et aujourd'hui, ces chaînes privées ont les meilleures dispositions, ils ont les meilleurs acteurs pour qu'ils puissent déconstruire le narratif de ce que ces gens-là disent contre le Mali, l'AES et les peuples africains. Et encore une fois de plus, merci à ces chaînes qui ont quand même permis à l'ORTM de voir mieux dans leur programmation des émissions qui peuvent aider le peuple malien à comprendre certains éléments. Mais moi, je dis toujours que ça, c'est une lutte qui va au-delà du simple fait des structures de l'État, ça va au-delà, c'est surtout la société civile et la communication privée qui peuvent vraiment faire un travail gigantesque et de tout le temps. Du début de cette révolution jusqu'à aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas l'ORTM qui a maintenu le peuple à aller vers cette résilience. C'est plutôt ces chaînes-là. Et je crois qu'on doit vraiment les renforcer. On doit créer un pont entre ces communicants et les sociétés, et la société civile malienne et les sociétés civiles de l'AES. Avoir vraiment des créneaux, des forums, des espaces où on peut inviter tous les jeunes des peuples africains pour venir apprendre, pour venir échanger et comprendre désormais quelle est la nouvelle dynamique aujourd'hui qu'on doit imposer à nos autorités. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a eu des hommes qui sont patriotes, qui aiment ce pays, mais ils ont trouvé aussi un moment où le peuple était prêt à aller vers le changement et à s'approprier de son État. Ça aussi, ça a permis vraiment de rejoindre les deux bouts. Et je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'États, même si des hommes politiques viennent, lorsqu'ils ont envie d'aller vers le changement, si le peuple n'est pas préparé à ça,
ça va vouer à l'échec. Donc, il serait important aujourd'hui qu'on fasse un travail de base, que la communication au niveau rural, au niveau des villes, puisse s'intensifier, faire comprendre la nouvelle logique, la nouvelle géostratégie et géopolitique dans laquelle l'Afrique est en train de rentrer, que ces gens-là comprennent pour que l'homme au pouvoir, soit qu'il vienne avec des idées de souveraineté, ou encore celui qui est au pouvoir, qu'on puisse l'imposer une nouvelle idéologie, celle d'aller vers l'indépendance totale. Merci beaucoup. Celle d'aller vers l'indépendance totale, c'est le combat porté aujourd'hui par les autorités de l'AES et l'ensemble des peuples des pays de l'AES. C'est sur ces mots que nous mettons fin à l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez d'ailleurs branchés sur Gandhi Malien et African TV. D'autres programmes vont suivre. Quant à nous, mes invités et moi, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même heure, mais peut-être avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.